Bonsoir, notre émission est aujourd'hui consacrée essentiellement à l'art vidéo et à la visite d'une exposition, celle de Pierrick Saurin, artiste vidéaste qui réalise des vidéos pleines d'humour et d'ironie, mais des vidéos qui sont également sous-tendues par des sentiments plus sombres comme celui de la désillusion. L'exposition a lieu au 261 boulevard Raspail à Paris, dans le 14e, jusqu'au 27 mai. Pierrick Saurin, bonsoir. Avant que nous entamions une visite en votre compagnie de cette exposition, j'aimerais que vous nous parliez du titre de l'exposition. Je cite Pierrick Saurin, 261 boulevard Raspail, Paris 14e. Un titre, à mon avis, faussement banal qui mérite une petite explication. Oui, en reprenant comme titre la simple adresse du lieu de l'exposition, le titre joue sur un effet de redondance qui le vide un peu de toute prétention à une signification, enfin en apparence. Parce que c'est vrai que je me méfie un peu des titres qui risqueraient de provoquer un excès de signification en regard de l'objet qui est désigné. Tout à fait, mais plus simplement, je pense aussi que vous avez donné à cette exposition la forme d'un appartement qui est peut-être un peu le vôtre, et donc c'est une sorte de déménagement, et le titre bien consiste finalement à simplement nous donner votre nouvelle adresse. Ouais, enfin ça ressemble pas tellement à un appartement finalement, puisqu'il y a très peu d'éléments mobiliers. Et puis c'est vrai que moi, je ne vivrais pas entouré de mes propres images, donc c'est peut-être plutôt l'appartement d'un collectionneur fou. Enfin, c'est juste un appartement d'images comme ça, par l'échelle des pièces, quoi. Très bien, alors pour mieux comprendre votre travail et pour mieux cerner l'artiste que vous êtes, je propose que nous entamions la visite de cette exposition. Je précise avant que ces images ont été filmées par vous-même, que vous les avez tournées seul, avec cette pratique dont vous êtes un peu un forcené, l'autofilmage. C'est pourquoi dans les images, on vous voit de temps en temps courir devant ou derrière la caméra. Je précise cela parce que sinon on se serait dit mais qu'est-ce qu'il fabrique à courir comme ça ? Alors nous allons tenter, cher Pierrick, en direct de commenter ces images, un exercice un petit peu périlleux. J'espère que nous allons nous en sortir honorablement. Si vous êtes prêts, nous commençons la visite. Alors pour pénétrer dans cet appartement, on traverse un sas d'entrée dans lequel on voit deux personnages, deux portraits avec des yeux qui roulent. Ce sont des regardeurs, comme vous les appelez. Ce sont un peu les gardiens de l'exposition. On arrive ensuite dans un vaste hall d'entrée où l'on peut découvrir une première œuvre. C'est l'homme qui a perdu ses clés. Pouvez-vous nous décrire cette œuvre, Pierrick Saurin ? Donc on voit une grande image sur le mur qui est en fait obtenue par superposition de deux projections différentes et non synchronisées. Et ce qui fait que ça crée un espèce de tableau animé comme ça, qui fait un peu référence au cinéma expérimental aussi peut-être. Et on se rend compte qu'il y a aussi un petit personnage qui cherche ses clés, qui s'agite. Et finalement, les grandes images sur le mur ne sont que des gros plans des gestes du petit personnage. Alors ça amplifie énormément l'acte anodin de perdre ses clés, ça le rend presque dramatique, cet acte. Et ça aussi, ça le rend un peu érotique, puisque ça devient comme des espèces de caresses que le personnage se fait à lui-même. À défaut de trouver ses clés, peut-être trouve-t-il un peu de plaisir. Et donc il y a aussi une métaphore philosophique évidemment très bête par rapport au vide existentialiste, à l'absence de signification qu'on ne parvient pas, enfin plutôt au sens qu'on ne parvient pas à trouver à l'existence. Et ce qui est magique aussi, à mon avis, c'est qu'il y a ces grosses mains qui rendent finalement le personnage tout petit. Il apparaît un peu comme un lilliputien et ça nous renvoie à la littérature enfantine. J'ai l'impression dans votre œuvre, Pierrick Saurin, que la littérature enfantine a une certaine influence et on va retrouver cela, je crois, dans la pièce suivante. Au bout d'un couloir qui ne mène à rien se trouve un monstre. Le monstre est dans le placard. Là encore, on est dans une certaine philosophie de l'échec et dans le monde de l'enfance. Oui, le monstre, dans son corps circule un espèce de liquide très pictural. Enfin, c'est vrai qu'il y a souvent une attraction pour la peinture quand même aussi dans mon travail. Mais c'est un liquide
C'est un peu une métaphore d'un espèce de merdier intérieur, si je peux me permettre l'expression, qui bloque l'individu dans une attitude passive, et ce monstre ne bouge pas, il est un peu figé. Mais moi je vois un peu ce monstre comme un gros bébé qui est encore baigné dans un liquide amniotique et qui est un peu maternel en même temps par ses rondeurs. Et alors là, c'est intéressant parce que on vous voit au moment où vous filmez la pièce, vous jouez avec votre propre reflet et vous identifiez en quelque sorte au monstre, ce qui est un peu logique puisque au départ, je crois, l'idée c'était un peu de faire un autoportrait de vous-même. Oui, ça c'est même une idée que j'avais eue pour une création dans l'appartement, qui aurait été de faire un miroir avec une image vidéo derrière, et les gens eux-mêmes se seraient amusés à placer leur tête en face comme ça pour eux-mêmes se transformer en des espèces de monstres. Mais j'ai pas eu le temps de le faire. Alors nous allons découvrir maintenant le séjour où il se passe beaucoup de choses. Il y a une pièce en particulier qui attire beaucoup l'attention, c'est cet aquarium où des petits serins danseurs évoluent parmi de vrais poissons. C'est assez étonnant. Mais alors, si on regarde bien, c'est plus comme une espèce de répétition en fait d'un spectacle de danse, puisque le personnage s'arrête régulièrement parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et il regarde hors champ un virtuel metteur en scène. C'est vrai que je joue assez facilement, assez volontiers sur l'idée d'un hors champ qui est convoqué par le regard. Pour créer comme ça une espèce de mise à distance du jeu d'acteur. J'aime bien mettre tout à distance, l'œuvre, l'acteur, la peinture, la vidéo, enfin tout. Mais alors là, comment ça marche, Pierrick Sorin? Comment faites-vous pour vous faire apparaître comme ça en film parmi de vrais poissons? Oui, bah ça c'est plus technique, on pourra peut-être voir ça quand on sera plutôt dans l'atelier. 3-4. Bah ça on pourra voir ça quand on sera dans l'atelier, parce que c'est un peu plus technique. Tout à fait, donc vous avez raison. Nous voyons maintenant une table qui est équipée de haut-parleurs. Elle est assez étrange, et dans ces haut-parleurs, des petites graines sont en train de sauter. La table est un objet ici absurde, puisque les assiettes sont remplacées par des haut-parleurs. On pourrait peut-être manger les petites graines, mais le problème c'est qu'elles sautent tout le temps. Mais bon, ce qui est surtout intéressant et drôle, c'est que c'est l'image du personnage qui tape sur un micro qui agit sur la table. Donc c'est l'image vidéo qui agit sur le réel, alors que dans l'interactivité normale, c'est plutôt des êtres humains réels qui agissent sur des images. Mais comme en fait, au bout du compte, c'est peut-être quand même les images qui agissent sur nous, donc finalement, l'installation est assez proche de ce qui est plus la vérité. Et la table, alors autrement, elle est décorée, si on veut, par des taches d'huile comme ça, des bulles d'huile qui éclatent régulièrement. Et elles proviennent, ces bulles d'huile, d'une captation en direct par une caméra. Une caméra filme de l'huile en train de bouillir et c'est projeté sur la table. Alors ça pourrait être un dispositif pour surveiller la cuisson de la soupe sans avoir à se lever de table. Et alors là, finalement, tout est lié parce que les musiciens qu'on voit sur le mur exécutent la musique sur laquelle danse le petit Sorin qui est dans l'aquarium et qu'on va retrouver aussi dans une autre œuvre. Il y a un autre lien aussi, le danseur se retrouve sur un triptyque un peu conventionnel, assez pictural et esthétique, qui est bâti autour du thème de l'artiste qui fait sa cuisine pour créer des choses. Donc on reste dans le thème du culinaire autour de cette table finalement. Mais j'ai l'impression, Pierrick Sorin, que vous aimez comme ça montrer le dispositif ou les bricolages qui servent à donner naissance à des images, toute la cuisine de l'artiste finalement. Bah oui, c'est vrai que souvent le procédé qui permet de créer une image ou quoi que ce soit me semble plus intéressant que le résultat fini.
Donc c'est pour ça, puis c'est aussi un petit souci comme épistémologique de relativiser la réalité des choses en mettant bien en avant le fait qu'elles sont faites par certains outils et qu'elles sont dépendantes aussi des outils qui servent à les faire émerger. Et alors ce qui est significatif, là c'est dans cette image ronde, on voit une forme comme ça un peu aquatique et assez jolie. Et on voit comment elle est faite avec une caméra qui filme en direct un tourne-disque, enfin un disque posé sur un tourne-disque. C'est filmé à travers un pavé de verre et il y a des petits bouts de miroir de poser sur le disque et ça fait des jolies formes. Et alors maintenant, oui, ces images de télévision, ce zapping est assez particulier puisque qu'on passe d'une chaîne à une autre, c'est toujours vous que l'on voit à l'écran, c'est amusant. Mais alors on se demande un peu où est-ce qu'il veut en venir finalement. En fait, l'idée que j'avais au départ, c'était de faire vraiment une espèce de performance, presque au sens sportif du terme, et de réussir à jouer plein de personnages et de composer comme ça une trentaine d'extraits de fausses émissions de télévision. La performance en soi était assez drôle, et puis c'était une manière d'être en accord avec une petite croyance que j'aurais peut-être dans une doctrine philosophique qui s'appelle le solipsisme et qui prétendrait qu'il n'y a de réalité qu'à travers la perception du moi et les émotions du moi, et que finalement le monde extérieur n'existe pas, il n'existe que par une production de notre imaginaire à chacun, et on est finalement condamné à une solitude absolue. On peut même percevoir finalement des formes d'auto-érotisme puisque vous remplacez volontiers, vous substituez à un partenaire réel un objet du quotidien, en l'occurrence un polochon. Là oui, c'est une petite installation assez décorative qui met en évidence la solitude d'un personnage, mais c'est surtout un jeu d'allusion par rapport à la photographie, la peinture ou au travail du modèle. Et alors il y a cette autre installation aussi, Sorino, qui fonctionne sur le même principe technique et où là je joue le rôle d'un prestidigitateur qui fait des tours un peu mauvais. Et alors il y a une mise en abîme de la prestidigitation puisque l'installation elle-même est magique, donc c'est un peu marrant. Enfin l'idée c'était aussi de montrer l'artiste sous un jour comme ça d'un espèce d'amuseur public prêt à faire n'importe quel petit spectacle pour qu'on s'intéresse à lui et puis se dire finalement l'artiste c'est peut-être juste aussi un amuseur comme un autre. Bien, on passe maintenant dans la chambre où se trouve une installation finalement très sobre, un lit recouvert de coton au bout duquel une tête étrange semble observer. On est encore là dans l'univers un peu des monstres finalement. Là oui, c'est encore un espèce d'autoportrait, mais j'ai pas grand chose en fait pour l'instant à dire sur ce travail-là. Alors nous nous dirigeons maintenant vers l'atelier, et plus précisément vers une petite fenêtre qui va nous mettre dans une position de voyeur. À travers cette fenêtre, on voit une salle de bain en volume, et à l'intérieur de laquelle il y a un téléviseur. Et de ce téléviseur sort un petit serin qui fait des petits spectacles face à un spectateur un peu amorphe. Et à notre grande surprise, ce spectateur, eh bien c'est nous. Nous avons été piégés par une caméra cachée et nous sommes là dans la mousse. Notre visage apparaît dans la baignoire. Vous aimez bien piéger les gens finalement. Mais c'est une manière de les impliquer dans l'œuvre et puis surtout le fait de jouer avec des moments de direct permet de réinsuffler de la vie réelle dans l'œuvre. Donc ça répond tout le temps à ce souci qu'ont eu les artistes sans doute de ce siècle de limiter la rupture entre l'art et la vie, quoi. Dans une partie de l'atelier, il y a un amoncellement de structures diverses et d'images. Alors qu'est-ce qu'on voit ici ? Alors ça oui, c'est une pièce, c'est un ensemble de pièces qui s'appelle titre variable. Il y a le numéro 1, 2, 3 ou 4. Il y a le fils, la femme, la fille, etc.
Et il tourne comme ça, et il court sans arrêt sur des tourne-disques, donc on voit tout de suite le côté mythe de Sisyphe, un peu comme dans L'homme qui a perdu ses clés, il y a tout le temps le problème existentiel du non-sens de l'existence. Et puis surtout, normalement, quand il y a du son, c'est une bribe de disques, enfin une bribe de chansons qui passe à l'envers et qui se répète. Et ce qui est assez marrant, c'est que au bout d'un moment, chacun croit comprendre quelque chose et chacun croit comprendre quelque chose de différent. Par exemple, là, moi, je crois comprendre Jean-Claude Nicou. Enfin, j'ai rencontré Jean-Claude Nicou chez les Papous. Mais chacun comprendra différemment. Ça rejoint un peu, ça fait penser au lettrisme un peu. Alors là, c'est comme une installation en cours de réalisation où le dispositif du trucage est mis à nu. C'est assez saisissant. On a vraiment l'impression que cette caméra est en train de brûler. Alors en fait, c'est simplement des flammes qui ont été filmées sur un fond noir, qui passent sur un écran de téléviseur et qui se reflètent dans un miroir semi-transparent, derrière lequel il y a des objets qui sont fortement éclairés. Et bon, ça a été calculé pour qu'en regardant, quand on est face au miroir, on voit l'objet réel et l'image des flammes se superpose parfaitement et crée l'illusion de vérité. Bon, donc moi je me sers là de cette technique pour mettre en scène une espèce de suicide finalement où l'artiste, le petit bonhomme qui se filme a mis le feu, enfin il s'immole par le feu, il détruit son outil de travail en même temps. Et donc en direct, la caméra restitue un espèce de portrait du bonhomme, mais qui est complètement perturbé par les parasitages divers qui sont liés à le fait que la caméra est en train de rendre l'âme, sans doute. Alors, on a donc dans cette salle aussi plusieurs écrans encastrés dans les murs qui présentent une sorte de rétrospective de vos petits films. Oui, donc là, il y a des petits programmes vidéo ou de films cinéma Super 8. Certaines choses sont des choses abouties, comme les Pierrick et Jean-Loup, comme un film comme C'est mignon, tout ça. La petite télé, et on a pris des œufs, et puis il fallait qu'on tire chacun notre tour dans l'autre quand il montrait sa tête. Et puis on avait la petite caméra, on refilmait quand on jetait les œufs, comme ça après on pouvait regarder pour compter les points, en passant au ralenti, c'était bien comme au tiercé. Tu sais pas que je te vois là à travers mon petit trou, hein? Mais il y a aussi des films Super 8 comme Les Réveils ou alors des choses, des bouts d'essai que je faisais même quand j'étais adolescent. Et en fait, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant dans le cadre de cette exposition-là de mettre ça parce que ça éclaire quand même. Enfin, on voit déjà les thématiques qui apparaissaient très jeunes et qu'on va retrouver dans le travail adulte. En même temps, ça donne l'impression qu'on évolue très très peu dans une vie d'artiste finalement, quoi. Alors finalement, cet appartement est assez luxueux puisqu'il y a aussi une salle de cinéma. Alors là, il y a le film Nom de projet d'artiste, par exemple, qui est un espèce de faux reportage dans lequel je joue moi-même, évidemment, le rôle de cet artiste européen qui interviendrait dans Nantes, dans les espaces publics, pour réaliser des projets un peu fous. Et alors c'est à la fois, mais en même temps, ces projets sont très recevables, quoi. C'est à la fois effectivement une petite critique par rapport à l'art, à la commande publique et tout, mais enfin le but c'était surtout de créer une situation un peu ambiguë, parce que finalement les projets qui sont proposés sont assez recevables et les artistes, moi je les trouve assez crédibles. Donc j'aime beaucoup travailler sur l'ambiguïté comme ça, parce que moi-même je sais pas trop comment me situer. Agila khala muashnya ali galila flosnie ali gala halnawa ali rosnyo mono ali gala lumo ali gala wayo ali monadas nyawa ali rosnyo mono ha ali ardila mono agi poreremo alla glimolosnyo agara hala agara snyo moyosnyo Agilo lobos nama Ariartibas nufo Akrilo mośnie Grishnia moi
Alors c'est comme là, il y a aussi c'est pas un clip, mais c'est ce bout d'émission de variété où il y a un chanteur qui chante, enfin une chanson que j'ai inventée, que j'ai improvisée complètement d'ailleurs, très lettriste comme ça. Et, c'est pareil, c'est un peu ambigu parce que finalement, il s'en sort pas si mal ce chanteur, puis c'est rigolo un peu son texte. Alors est-ce que ça, moi je classe pas ça comme du pastiche, c'est je sais pas, c'est un peu plus ambigu. Alors, bon, c'est vrai que si ça passait à la télévision, ce serait du pastiche. Là, l'ambiguïté vient du fait qu'on montre ça dans un lieu consacré à l'art, en tout cas. Il n'y a aucun rapport, c'est pas les mêmes codes. Mais non, c'est complètement faux. Je me souviens d'une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années. Tu te souviens d'Hélène, une fille, une petite brune avec qui je suis sorti pendant un peu plus d'un an. Bon, au départ, j'étais très amoureux d'elle, enfin avant de la conquérir. Et puis elle avait une attitude tout à fait glaciale à mon égard. Et puis un jour, chez des amis, au cours d'une soirée, elle avait oublié une petite caméra 8 mm. Bon, j'ai récupéré la caméra en me disant que ce serait un prétexte pour aller lui rendre visite une fois de plus. Et puis j'ai remarqué qu'il restait un peu de pellicule. Alors avant de lui rendre, je suis descendu dans le parc devant chez moi et j'ai filmé un parterre de fleurs. Mais j'ai filmé comme ça, en bougeant la caméra, enfin en traçant des lettres dans l'espace. Et j'ai écrit « Je t'aime » en filmant les fleurs. Donc après, je suis allé lui rendre. Et puis, j'ai rien dit de particulier. Elle m'a à peine remercié. Et bien, figure-toi que 15 jours après, elle m'a téléphoné. Elle m'invitait à dîner chez elle pour voir le film qu'elle avait fait développer. Donc, j'ai vu ce que j'avais filmé. C'était des formes très abstraites, sans grand intérêt, enfin sans signification apparemment. Et bien, n'empêche qu'à la fin de la projection, elle a posé sa main sur la mienne. Et elle m'a dit « Ce soir, moi aussi, je vous aime ». Et alors, qu'est-ce que ça prouve ? Eh bien, ça prouve que l'écriture cinématographique est une notion tout à fait recevable, tout à fait pertinente. Et même si l'analyse intellectuelle ne permet pas de le déterminer, en tout cas, le cœur en fait son affaire. Tiens, on arrive près de Châlons. Je reconnais le moulin où je jouais avec mon frère quand on était gosse. Eh bien, tant mieux. Enfin, je dis tant mieux. Je veux dire tant mieux qu'on arrive. Parce que j'aime beaucoup ta compagnie, mais j'avoue que je commençais à m'ennuyer un petit peu. Là, c'est plutôt un genre, comme un faux film, genre Nouvelle Vague. Alors, est-ce que c'est une critique par rapport à la Nouvelle Vague ? Je sais pas, parce qu'en même temps, moi, j'aime bien cette manière qu'ont les personnages de parler dans les films de Romer, par exemple. Bien maintenant, nous quittons l'appartement et avant, nous passons devant une galerie de portraits, des visages assez drôles mais un peu inquiétants. Ce sont ces regardeurs qui d'ailleurs ont jalonné le parcours de toute l'exposition. Et ils sont ici regroupés, ils sont en famille. Oui, c'est des portraits, c'est des êtres hybrides comme ça, qui ont été réalisés par juxtaposition de morceaux de visage d'une soixantaine de personnes d'âge et de sexe et de nationalités différentes. Et ces regardeurs ont aussi des bouches hypertrophiées, des regards hypertrophiés. Et ça fait aussi allusion aux situations de vernissage où les gens sont là, regardent beaucoup autour d'eux et font des espèces de congratulations ou d'autocongratulations. Et là, c'est le cas, si on entendait le son, on entendrait que les personnages disent Oh, it's really nice, I love this work very much. Ils sont en train de congratuler la propre installation dont ils font partie eux-mêmes, quoi. Donc là encore, on est dans le discours critique. L'œuvre se met à distance d'elle-même. Et si on tentait que la partie puisse désigner le tout, je dirais que peut-être que c'est l'exposition elle-même qui finalement est mise en question. Alors notre visite se termine, on pourrait encore bavarder longuement sur cette exposition passionnante. Je garde une minute quand même pour que nous fassions un petit tour dans une salle annexe où l'une de vos pièces les plus volumineuses est installée. Il s'agit d'une vie bien remplie. Oui, donc là il y a une vingtaine de moniteurs qui forment comme une petite forêt d'images à travers laquelle le spectateur déambule un peu. Alors d'abord, c'est plutôt drôle puisque c'est assez burlesque avec le ton sépia, l'image qui est accélérée.
bout d'un moment, le spectateur, s'il lève la tête, voit un grand écran. Et donc là, il revit un peu il revoit le parcours qu'il vient de faire un peu, mais là, il y a la tête de l'artiste en plus qui a l'air très inquiet. Donc tout d'un coup, ça devient quelque chose de beaucoup plus dramatique. C'est comme si on prenait conscience tout d'un coup qu'on avait passé notre vie en de vaines agitations pour mourir aussi bête qu'on est né finalement. Enfin... Voilà, Pierrick Saurin, merci pour cette visite en images et en paroles. On se retrouve la semaine prochaine. Je veux remercier aussi notre décorateur Jean Gap qui a fait ce décor pour l'émission, un peu dans l'esprit de Pierrick Saurin. Voilà, donc nous nous retrouvons quant à nous la semaine prochaine pour une émission consacrée à la peinture. Bonsoir et merci à tous.